Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sam, agriculteur indépendant. Alors Sam, il se trouve que c'est moi. Donc dans cette vidéo, on va parler du travail du sol par séquence. C'est la vidéo numéro 2 sur les déchômages. Alors qu'est-ce donc? En réalité, le travail du sol par séquence, c'est un concept qu'on propose à nos partenaires depuis plus de 20 ans sur la réflexion de dire on ne va pas déranger le sol de manière régulière et répétée. On va essayer de concentrer nos travaux du sol par des séquences pour lesquelles on va tout faire pour avoir la meilleure efficacité, le meilleur moment d'intervention, le meilleur outil si possible, et avec un objectif précis. Trop de travaux du sol sont, à notre avis, faits sans d'objectif précis. Donc l'idée des vidéos premières sur le broyage ou sur le premier déchômage dans certains types de sols à cause du salissement ou des choses comme ça, ça correspond à des objectifs précis que l'on doit remplir par ce travail-là. Alors il y a un concept récurrent qui dure depuis de nombreuses années, depuis qu'on a démarré les TCS d'ailleurs, l'agriculture de conservation, pardon, c'est ce fameux déchômage au cul de la batteuse le plus tôt possible. Et puis certains utilisent des herses à paille, d'autres des outils à disque, d'autres aujourd'hui passent même les herses rotatives. Au final, ça par contre pour nous, c'est acheté, ça ne fonctionne pas, c'est pervers pour les sols, ça finit même par finalement faire dépenser aux agriculteurs bien plus d'argent qu'ils ne devraient avec des outils qui sont exclusifs, qui ont des durées de vie relativement moyennes et surtout un impact sur le sol, parce que c'est quand même ça le plus important à notre avis, sur l'impact sur l'excès de terre fine. Il se trouve que lorsqu'un sol, après la moisson, on intervient par des outils extrêmement superficiels, la consolidation derrière ce travail est faible. En fait, plus vous travaillez creux, plus l'effet de la consolidation, donc des rouleaux, etc., que vous passez, est importante. Et plus vous avez des chances, paradoxalement, de pouvoir améliorer la remontée capillaire et aussi le maintien de l'humidité. Donc les travaux qui sont faits avec des outils très superficiels, herse à paille, agressivité très forte des dents sur le sol, c'est une question qui m'a été posée. Dans des sols inférieurs à 30% d'argile, les herses à paille ont des conséquences très importantes sur la croûte de surface, sur l'acidité de surface, et finalement c'est un travail qui est répété et qui a quand même des conséquences sur le sol, contrairement à ce que l'on pense. Donc aujourd'hui, avec les qualités de machine, les qualités de broyage, les herses à paille pour nous, ont de moins en moins leur place. Et si on regarde, elles ont été réutilisées ces dernières années parce qu'il y avait des conditions extrêmement sèches. Mais pendant plusieurs années, certains qui en possédaient ne les utilisaient pas ou peu. Ensuite, les outils à disque qui peuvent être passés à des vitesses pour moi trop élevées. Quand on est au-dessus de 10-12 km/h, c'est pas bien, c'est pas sérieux les gars. Vous faites trop de terre fine et surtout si les disques sont petits, c'est quelque chose de très pervers. Donc je dois vous faire une vidéo sur les outils à disque, mais j'attends un outil à disque qui est en panne d'un collègue et il attend les pièces puisqu'on est en 2022 et c'est très compliqué. Pareil pour les amendements calcaires, je dois vous faire une vidéo, mais j'attends mon calcaire aussi pour des problèmes de transport et pour illustrer cette vidéo. Donc vous en faites pas, ça arrive très bientôt. Alors pour en revenir à nos travaux superficiels, il est clair que plus ils sont superficiels, plus finalement les gens les répètent parce qu'ils ont l'impression que ça va vite et en fait c'est pour nous très négatif pour le sol parce qu'à chaque fois d'une on assèche le sol et de deux l'effet réel du travail n'est pas très bon. Il est parfois mieux de travailler un petit peu plus creux avec des outils à dents qui respectent la verticalité, par exemple bien reconsolidés. En un passage de cet outil-là, on fait bien mieux en termes de qualité de mélange, de réoxygénation du sol, d'éléments positifs pour la future évolution du sol que des passages répétés où on fait, encore une fois, je le redis, de la terre fine. Et là, un argument très important sur ça, à chaque fois que vous faites un excès de terre fine, c'est le cas en ce moment et je vais en parler juste après, les animaux du sol ne retraverseront jamais cette zone. C'est une zone qui est fermée, qui est stérilisée. L'acidité va être très forte, c'est trop fin, il n'y a pas de macroporosité, donc en clair, il n'y a pas d'oxygène, c'est ça que ça veut dire. Donc je vous expliquerai la porosité cet automne, mais c'est un concept et c'est une réalité très importante. Lorsque vous regardez des mottes, il est important de regarder si elles sont aérées, si à l'intérieur il y a des petits trous. C'est ça la macroporosité. Donc aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui, par les conditions actuelles, font beaucoup de terre fine. Certains passent même la tourniquette, la herse rotative, qui pour moi est l'outil le pire qu'il peut y avoir sur une ferme. C'est un outil injustifié dans bien des régions. L'idée plutôt en amont, c'est d'essayer, comme je vous l'ai déjà expliqué, de ne pas faire de motte pour ne pas avoir à les casser. Et certains, par insouciance, parce qu'ils possèdent cet outil-là, font des mottes inadaptées, soit en reprenant dans des mauvaises conditions, trop sèches, trop humides, à des profondeurs inadaptées, des outils qui enroulent et qui ressortent des mottes, etc., etc. Donc après, ils ont la tourniquette pour leur sauver la mise, mais c'est un outil très pervers. Prenez une balayette, allez voir le travail que ça fait.
Et certains croient bon, avec des outils à disque ou herse rotatif, de rerouler ces travaux-là en ce moment. Donc on voit des colonnes d'argile qui s'en vont dans le ciel à des kilomètres, qu'on peut voir d'ailleurs à des kilomètres. Devant le rouleau, la terre se pousse. Devant la rotative, c'est pareil. Comme si on était dans de la chaux en train de faire une couche de forme sur une autoroute. C'est plus de l'agriculture, les amis. C'est plus de l'agriculture. C'est du BTP. C'est très négatif. À quoi sert de rouler un champ où on a fait un excès de terre fine? À rien du tout. Puisqu'on a enlevé la porosité, l'air, la macroporosité. C'est les gros trous qui sont faits par les racines et la faune de votre sol. Voilà. Donc ça, indirectement, c'est important. C'est là-dedans que l'air circule. Les galeries de vers de terre en font partie de ces macroporosités. L'eau peut s'évacuer parfois, l'eau en excès pendant quelques instants, une heure ou deux, par ces macro-trous. Mais quand vous avez fait un excès de terre fine, c'est que vous avez brisé tout ça, vous n'avez gardé que la microporosité, celle qui vous permet, en effet, plus on fait de terre fine, plus on va stocker un petit peu d'eau. Sauf que mieux que si on a un sol grossier. Plus vous ferez un travail grossier et profond, par appuyé et sans terre fine, et plus vous dessécherez votre sol. Il est clair que de faire de la terre fine favorise le maintien de l'humidité dans votre sol. Sauf que s'il pleut, et vous le savez tous, une quantité un peu importante, cette terre fine-là, justement, vu qu'il n'y a plus d'air, il n'y a plus rien, il n'y a plus des grosses galeries d'évacuation de l'excès d'eau, eh bien ça se tasse, ça se referme et c'est perdu pour la saison. Donc ça, c'est déjà un risque qui peut arriver, un gros orage ou une pluie de 20 mm qui n'est pas énorme, et dans un sol, un excès de terre fine, c'est pas ce qui se fait. Donc on ne reroule pas un sol comme ça, on le fragilise encore plus. Donc le travail par séquence, c'est aussi faire des choses qui soient sensées avec un objectif précis. Donc moi aujourd'hui je suis tout seul. Pour aménager les plannings comme beaucoup d'entre vous, il faut un moment qu'on avance malgré tout dans le travail, puisque à reculer beaucoup de choses, ça devient compliqué. Donc là sur un des sites, on n'a donc pas d'échaummé, on est sous un sol frais, donc ici on ne fait pas de poussière, ça risque de pas durer, vu les conditions infernales que l'on a aujourd'hui. Il est clair que depuis une semaine, on a une perte par évapotranspiration énorme, même sous le mulch, on voit, moi j'ai vu en 8 jours le sol changer, ça c'est important. Donc on a fait les composts très tôt ce matin, et là je suis en train de mélanger ce compost. Donc comme je suis tout seul, je ne peux pas faire tout le mélange en une fois et revenir derrière pour refaire un peu de terre fine et laisser le sol comme ça. Le travail par séquence, c'est cette idée-là, c'est qu'en une seule journée de travail du sol, en fait, on va cumuler 2 actions, si on ne peut pas le faire qu'avec un seul outil, pour ne pas avoir à y revenir. Donc on va préserver mieux l'humidité, on va gérer mieux aussi son temps, et on va avoir quelque chose de plus efficace. Alors oui, on peut avoir l'impression d'avancer moins vite, mais en fait, ce qu'on fait, on va le faire une fois et on n'y revient pas. Donc le travail par séquence, c'est ça. Donc là, comme je suis tout seul, je repasse une deuxième fois. Donc là, on est sur un endroit où j'ai passé une fois, ici. Et puis là, on est sur un endroit où j'ai passé une deuxième fois. Donc je vous laisserai une petite vidéo à la fin pour que vous voyez bien la différence entre les deux. Donc je passe dans le sens inverse. Je suis légèrement en biais par rapport au semis d'origine. Mais par contre, je sèmerai mon colza au monograine ici, dans le même sens que j'ai fait ma petite fissuration, puisque c'est un travail à 10-12 cm. 15 pour le deuxième, je descends un petit peu plus creux pour une remontée capillaire supérieure, je l'avoue. Et on est sur un blé de maïs, donc on retrouve justement les rangs de maïs que j'avais laissés l'année dernière, donc quand j'ai semé mon blé. Donc ce qui est important aussi, c'est de regarder la couleur de ces résidus de maïs, qui vous donne un peu une idée aussi sur l'état biologique, mais aussi et surtout sur le contact qu'il y a eu entre ce résidu et la terre, puisque c'est nécessaire d'avoir un contact terre-paille pour une évolution. Donc là on voit qu'il y a encore la cellulose à l'intérieur et il y a encore la lignine à l'extérieur, et on n'a pas changé de couleur, on n'est pas devenu très noir sans avoir la cellulose à l'intérieur. Donc ça me donne comme information que je n'ai pas de problème de champignons ni d'excès de bactéries, puisque j'ai laissé la cellulose. C'est qu'en fait c'est tout simplement par un manque de contact au sol. Évidemment le rang de maïs était tout droit, donc on les laisse nous pour que l'hiver ça percole dans les rangs de maïs, l'humidité, la pluie, et on ne détruit pas les rangs de maïs. Donc en fait, on fissure dans le sens des rangs de maïs et on revient semer dans le même sens. Donc ça, je vous en parlerai cet automne. Mais ça, c'est des critères importants. Alors voilà, regardez les mottes quand vous faites une petite pause. Voilà la forme d'une motte comme ça. Regardez si elle est perforée. Là, ici, il y a 25% d'argile dans cette zone-là. Elle est encore humide. Alors pour combien de temps, je ne sais pas. Mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire que descendez, en regardant les mottes, vous en saurez plus sur votre sol que bien des discours. La bêche, tout ça, ça commence déjà à plus être la période. Les profils de sol, là j'en ai un la semaine prochaine, ça va commencer déjà à plus être la bonne période. Mais bon, on n'en tirera pas de conclusion, c'est tout. On verra certaines zones extrêmes par la sécheresse. Mais il faut être clair que c'est des choses à avoir comme réflexe. Regardez vos résidus lorsque vous faites la petite pause pipi. C'est capital, d'accord?
Donc pour l'aspect après excès de terre fine, sur l'autre ferme où vous avez pu voir j'ai déchaumé une fois, il est bien malin, mais alors comment il va faire là-bas? Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller mettre mon compost. Il va rester en tas là-bas. Tant que les conditions ne s'améliorent pas, je ne vais pas aller mettre un compost que je vais devoir mélanger dans des conditions aussi extrêmes de poussière, etc., des sols déjà fragiles. Alors on perd de l'argile de manière éolienne, mais on va en perdre quand il va repleuvoir. C'est ça que les gens ne conçoivent pas. Qu'on en perd de manière sur le tracteur, si vous regardez, il a pas de poussière dessus. Je ne supporte pas ça depuis que je suis jeune. Donc beaucoup d'agriculteurs sont comme ça, ils font attention à essayer d'éviter. Alors évidemment, dans la journée, on finit par faire de la poussière rien que par les chaumes, etc. Mais sur l'aspect sol, voilà. Donc le travail par séquence, c'est ça, c'est-à-dire qu'avant les blés, au mois de septembre, il n'y aura pas de travail au moins 3 semaines avant les semis de blé. Il faut que le sol, surtout à cette époque-là où la vie du sol se remet à partir à plein régime, il faut être bien conscient qu'à cette période-là, il faut vraiment faire attention à ne plus aller travailler les sols à ces périodes-là. Alors ce qui m'inquiète, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est que la sécheresse est vraiment trop importante pour ne pas avoir de conséquences. J'en ai déjà parlé au moment de Noël dans les couverts. Si vous regardez la vidéo, les couverts à Noël, je vous parlais déjà de mon inquiétude sur l'état des sols et de l'état de sécheresse que j'avais observé dans les profils cet hiver. Vous vous doutez bien que ça n'a pas dû s'arranger depuis l'hiver dernier. Que les conséquences sur le sol seront très très fortes. Il ne faut pas croire que parce qu'on fait tout ce qu'il faut, je laboure pas, je fais de ci, du semi-direct, du machin. Tout ça, c'est du vent. S'il n'y a pas d'eau, d'humidité régulière, nos sols vont quelque part s'endommager. Les champignons vont se mettre en protection, ne plus travailler. Là, aujourd'hui, les vers anéciques sont enfouis très profondément dans des chambres de diapause. Ils se protègent et ils ne fonctionnent plus. Les bactéries, on en stérilise, il y en a qui meurent de toute façon. Donc, il y a vraiment besoin de tout ça. Donc, les excès que l'on peut faire, nous, paysans, au-dessus, excès de certains produits, apport de chaux, par exemple, des choses trop importantes en quantité trop soluble, etc. On en parlera dans les amendements. Des apports de certains produits liquides, un peu pervers. Et puis, bien sûr, tous les outils animés ont une conséquence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes capable de casser vos mottes avec des outils non animés, c'est qu'il y a des chances que votre sol ait été pris dans des bonnes conditions de votre part et que finalement vos mottes soient des mottes vivantes qui par effet choc, parce qu'elles sont perforées, parce qu'elles ont un équilibre de porosité à l'intérieur, eh bien elles se cassent toutes seules. Mais à partir du moment avec vos chaussures, en descendant du tracteur, vous mettez un coup de pied dedans. Bon alors, petit problème technique de mémoire de téléphone, on en apprend tous les jours. Alors je vais être obligé de me lancer dans le montage, misère. Bon bref, au milieu de tout le reste. Bon enfin je vous disais qu'en gros, si vous en cassant les mottes avec vos chaussures, ça vous fait mal aux pieds, c'est qu'il y a un gros travail à faire à la fois sur éviter de faire des mottes, par le choix des outils, les conditions aussi auxquelles on reprend les sols, mais aussi et bien sûr toujours cette obsession sur l'activité biologique des sols. Et évidemment, quand on est intéressé par le vivant, et c'est votre cas, faire pousser des plantes, améliorer son sol, ces animaux, il est clair que le climat les fait tous souffrir et nous en souffrons, nous agriculteurs en premier lieu. Tous les gens qui s'y intéressent aussi doivent se douter que c'est pas facile pour nous d'observer nos maïs là en train de se dégrader un peu plus chaque jour, de savoir que nos sols, quelle que soit la technique, tout ce qu'on pourra faire de bien, ce manque de pluviométrie et ces températures extrêmes, de toute façon, endommage fortement nos sols. Ça fait 6-7 ans que je l'observe, une dégradation assez généralisée, quelles que soient les techniques de travail. Évidemment, tout ce qu'on essaye d'échanger ensemble, c'est dans le but de faire le mieux possible. Mais il n'y a pas aujourd'hui de solution miracle. Et l'absence de pluviométrie sera un réel problème, un enjeu important. Faut-il pour autant arroser artificiellement ? Ça, c'est un autre débat. En tout cas, ça a des impacts de toute façon d'arroser les sols par des conditions aussi chaudes. Ça le fait minéraliser encore plus. Et si à la sortie, la production n'est pas très très importante, finalement, la restitution au sol sera d'autant plus faible. Il y a aujourd'hui des stratégies d'énergie qui vont à l'encontre aussi de laisser le sol reposer à des périodes où il est censé le faire, donc pour produire de l'énergie. Donc c'est des intensifications supplémentaires qui sont mises. Alors à part des panneaux solaires qui peuvent se contenter de ces climats-là, je ne vois pas trop en production agricole et même en élevage comment nous pourrons aller sereinement vers un avenir si globalement on ne change pas déjà tout ce qui pourrait être amélioré. Et tout ce que je vous dis aujourd'hui et d'autres sont censés être des choses acquises, validées, non contestées, et qu'on tende tous vers ça. Aujourd'hui, certains agriculteurs parlent de défoncer les terres, tous ces termes-là, où sont à des consommations de gasoil de 100-120 litres hectare. Bon, nous ici, on est à même pas la moitié de ça, donc c'est quand même important d'essayer de réfléchir à ça, et c'est pas facile d'être à 50 litres hectare, c'est vraiment un enjeu chaque année compliqué. Voilà, et c'est pas une fin en soi non plus, il faut que le travail soit fait, et si possible, fait le mieux possible.
Voilà, alors je vous souhaite vraiment bon courage à tous. Et puis, comme je dis toujours, les vidéos, si vous êtes encore là, c'est que vous les regardez jusqu'au bout. Et c'est important, puisque dans un raisonnement, il y a toujours une introduction, un développement et une conclusion. Et donc c'est très bien comme ça. Et ces vidéos courtes doivent au moins être vues dans leur entier pour être comprises. Et que chacune s'emboîte normalement avec le temps, avec cohérence, tout ensemble. Voilà les amis, à bientôt, à la prochaine. Et il y a une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le travail, même si on le voit un petit peu ici. Voilà. Allez, bon courage hein, surtout. À bientôt. Alors pour conclure et juste pour vous montrer en détail ce que ça donne. Donc là à droite le premier passage. Donc avec encore les rangs de maïs. Des mottes un petit peu plus grossières. Et là le deuxième passage. Qui évidemment fait plus de terre fine. Voilà. Et donc là ça va rester comme ça jusqu'au semis. Voilà les amis. Eh bien bon courage à tous.